Alors, bienvenue à ce nouveau meet-up sur l'entreprise agile. Donc, cette fois, je vais vous parler de mon framework. Donc, ça fait pas mal de temps que j'y travaille. Ça fait suite, on va dire, à l'essai que j'ai commencé à écrire il y a plus d'un an et puis à mes réflexions qui durent depuis pas mal d'années. Euh, c'est la première fois que je le présente sous cette forme-là. Je l'avais présenté déjà à Romain qui m'a bien aidé pour le faire évoluer. Le but de cette présentation n'est pas tant sur la forme de la présentation, mais plutôt évidemment sur le fond du framework, pour savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Je précise d'abord ce qu'est l'entreprise agile, en tout cas pour moi. C'est une entreprise qui doit prospérer, se développer durablement dans un monde incertain et complexe, en constante évolution. Euh, En d'autres termes, et en un peu plus long, c'est une entreprise qui doit répondre aux enjeux de performance d'aujourd'hui et aux impératifs du court terme, tout en saisissant les opportunités de transformation et en favorisant les innovations de demain. C'est beau. Et, euh, et pour ça, elle doit développer des capacités de réactivité, de flexibilité, d'adaptabilité, de proactivité. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez couramment, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail, et tout en conservant une continuité de la stratégie à l'opérationnel. Ça fait un petit peu lourd, mais je vais essayer de simplifier tout ça par la suite. Euh, et alors normalement, ah oui, j'ai loupé, j'ai loupé toute l'intro. Je me disais, ça part vite. Donc on rentre vers l'entreprise agile. Et pour nous, je me mets dedans, devenir coach agile d'entreprise. Donc ceux qui me connaissent pas, moi c'est Laurent Morisseau. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'agilité depuis 2008. J'ai été un expert du Kanban, et puis je me suis spécialisé dans les OKR il y a quelques années. J'ai lancé ce meet-up de l'entreprise agile il y a maintenant un an. Voilà pour moi. Donc ça c'est bon. Donc quand on parle d'entreprise agile, il faut déjà préciser ce qu'on entend par entreprise, parce que finalement on n'a pas forcément l'habitude de se poser cette question, puis il y a plein de manières de l'envisager. Moi, ce que j'ai décidé, la manière dont j'ai décidé de l'aborder, c'est au travers des niveaux de prise de décision. Et il y en a quatre, traditionnellement. Le premier niveau, alors là, tout ce que je vais présenter n'a rien à voir avec l'agilité, encore une fois, c'est plutôt un cadre pour nos réflexions. Il y a la finalité, ce qu'on appelle aussi la politique d'entreprise. On retrouve la mission, pardon, de l'entreprise, les valeurs, la vision à plus long terme, 5-10 ans par exemple. Et en face de ça, on a, en termes de concept, on a le portefeuille d'activités, on peut avoir la stratégie corporate. Je ne vais pas me lancer dans la définition de tout ça, c'est pas trop la peine, parce que j'essaie d'avoir une grande image. En dessous, on a les décisions plus stratégiques. On peut parler d'ambition à une horizon de 2-3 ans, par exemple. Et puis, la portée de ces décisions plutôt stratégiques, ce sont les organisations. On peut y mettre les business units, les départements. En dessous, on a plutôt une approche tactique avec des objectifs, on va dire, avec un horizon de temps de quelques mois à annuel. Et puis, en termes de portée, on est plus au niveau de la chaîne de valeur, que ce soit un produit, un service, une solution, peu importe. La partie opérationnelle, on va parler d'initiatives, d'actions, d'activités, peu importe. Et puis, évidemment, la portée, l'horizon de temps, c'est quelques jours à quelques semaines. Et puis, la portée, ce sont les équipes. Donc, quatre niveaux de prise de décision pour définir l'entreprise, et je vais m'appuyer là-dessus. Et pour moi, au niveau de l'agilité, on peut voir l'agilité de plein de manières différentes. Encore une fois, Pierre, tu nous avais parlé de ça au dernier meet-up du mois de novembre, mais dans ton livre, pardon, tu fais un gros zoom là-dessus. Moi, j'ai essayé de simplifier, et pour moi, c'est piloter le changement. C'est tout à fait discutable. En tout cas, c'est le point de vue que j'ai adopté. Et l'idée, c'est de piloter ce changement, de la stratégie à l'opérationnel. Et il faut que toutes ces dimensions, tous ces niveaux soient alignés. Sinon, on sait que, comment dire, c'est des entreprises qui sont un peu, beaucoup dysfonctionnelles. Et surtout qu'on ne va pas avoir, euh, entre les décisions qu'on a prises aux différents niveaux et les actions qu'on va réaliser dans notre quotidien, on peut avoir une grosse différence. Et ça, c'est pas trop bon. Et la promesse de l'agilité, entre autres,
outre le fait de piloter ce changement, c'est de le faire tout en créant de la valeur en continu. Euh, Qu'est-ce que ça implique? Moi, les bases pour l'entreprise agile, ça va être tout d'abord d'avoir une finalité qui est plutôt durable, une vision durable. Il y a d'autres modèles d'entreprise qui prennent en compte le fait que la mission même de l'entreprise peut évoluer, qu'elle peut être co-construite, qu'elle peut être gouvernée. C'est d'autres modèles d'organisation. Pour moi, ça, je vais restreindre un petit peu et je ne vais pas l'embarquer dans l'entreprise agile. On pourrait, mais ça tire plein d'autres choses. Au niveau de la stratégie, elle va être adaptative et surtout l'exécution de la stratégie doit être réactive et flexible. L'exécution de la stratégie, c'est un sujet qui est difficile dans le cadre de l'entreprise. C'est un sujet qui pose problème depuis que la stratégie en entreprise existe, hein, c'est-à-dire depuis longtemps. Ça existait enfin également lorsque la stratégie et l'entreprise étaient dans un contexte plus prédictible, moins volatile, etc. C'est-à-dire que lorsqu'on se permettait d'écrire un plan stratégique à 3, 5, quelquefois plus d'années, et que le but de l'exécution de la stratégie, c'était de dérouler ce plan. Donc du pilotage projet, on va dire. Bah, même lorsque on était dans ce contexte-là, l'exécution de la stratégie était un problème. Alors imaginez maintenant dans un contexte beaucoup plus volatile où on prend des décisions structurantes beaucoup plus régulièrement, bah, l'exécution va être encore plus problématique et c'est ce qu'on va essayer de traiter entre autres. Et puis au niveau opérationnel, on retrouve nos équipes agiles. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir un aliment continu bah, sur ces 4 niveaux de prise de décision, plus particulièrement les 3 derniers. Quand on parle d'alignement, alors juste, il faut savoir hein, que l'alignement, c'est voilà, les 3 quarts des problèmes dans l'entreprise. Moi, je le vois au travers des OKR, hein, quand on fait des enquêtes. L'alignement est le sujet principal de la direction en général. Comment on l'a abordé avec l'agilité, notamment l'agilité d'équipe? Notre approche, hein, elle est plutôt, on va dire, ascendante, émergente. On est parti des équipes et puis on est remonté, même on est parti du code pour aller sur l'équipe. Ensuite, on est parti de l'équipe pour remonter au niveau des chaînes de valeur et puis on commence à toquer à la porte de l'organisation et même de l'entreprise. Donc c'est plutôt ascendant, émergent et ça repose sur le principe de l'adaptation locale. Chaque équipe étant auto-organisée ou chaque groupe d'équipes sont auto-organisés et vont essayer de travailler au mieux dans leur contexte. Et puis évidemment, ça repose sur des innovations et du changement continu. Pour moi, euh, l'idée de la business agility pour aller vers l'entreprise, c'est essayer de passer tout ça, toute cette approche à l'échelle. Mais si on regarde du point de vue de l'entreprise, c'est un petit peu différent. L'entreprise, elle cherche une performance globale. Et donc, elle cherche à optimiser cette performance d'ensemble. Et pour ça, régulièrement, elle est plutôt en recherche de stabilité ou de changement incrémental, souvent de performance à court terme, et ça nous crève le cœur, puisqu'elle a du mal à se projeter à plus long terme. Et puis, c'est dans une approche délibérée, c'est-à-dire définie, on pourrait dire imposée, mais ce n'est pas toujours le cas, et clairement descendante. Quelque part, si on définit une agilité entreprise, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas ça qu'il y a derrière, puisque c'est ce que comment dire, attend l'entreprise, recherche en tout cas. Euh, et bah, quand on regarde ces deux approches, on se dit qu'il y a un problème, et effectivement, c'est ce qu'on vit dans notre quotidien de coach agile. Avec Romain qui est ici en spectateur, on en a pas mal parlé cette année dans nos conférences. C'était ce qu'on a appelé le plafond de verre et le parquet de verre. Dans notre comment dire, travail de coach agile, on est régulièrement confronté à ce plafond de verre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à embarquer la direction à minima en tant que sponsor, mais peut-être même en tant qu'acteur. Et du point de vue de la direction, eh bien, eux, ils ont un parquet de verre parce qu'ils ne voient pas forcément au niveau de l'entreprise bah, les résultats, la performance résultante de tout ce qu'on met au niveau des équipes agiles et des chaînes de valeur. Donc le but, hein, c'est d'essayer de percer ce plafond de verre. Et donc moi,
Dans mon idée, ce sur quoi j'essaie de travailler, c'est d'essayer de réconcilier les deux approches. Et c'est ça qui a donné lieu à ce framework que je vais vous présenter. Euh, pour aller vers l'entreprise agile, il faut bien partir d'un point de départ. Et là, vous l'aurez compris, moi, le point de départ va être l'entreprise et donc la stratégie. Et donc, il faut avoir une solution qui réponde aux problèmes de l'entreprise, hein. Ça, c'est le point de départ. Et puis, il faut se définir une cible. Euh, des modèles, il y en a plein. Pierre nous a proposé son modèle la dernière fois. Il y en a d'autres, évidemment. Et donc, comment choisir euh, par rapport à son contexte? A priori, il n'y a pas un modèle unique, hein. Ensuite, il faut avoir un outil pour évaluer l'agilité entreprise là où on en est. Et puis, nous, en tant que coach agile, agent de la transformation, il va falloir qu'on élève nos compétences pour transformer l'entreprise, puisque ça va toucher à des notions qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on ne connaît pas forcément, justement la stratégie, la tactique, ce, euh, tous ces concepts-là, on n'est pas familier avec. Donc, si on veut agir au niveau de l'entreprise, faut qu'on y aille. Et puis un outil pour accompagner cette transformation. Donc, le framework, ça va être une réponse à tous ces points-là. Et je vais commencer par le premier outil qu'on a effectivement déjà proposé dans notre conférence avec Romain. Donc, ceux qui ont déjà vu la conférence, il y a un tout petit peu de redite, hein. Typiquement, Philippe, je pense que tu le connais déjà bien, puisque tu as vu l'atelier également. Donc, c'est un outil, ACT, c'est un outil pour accompagner la transformation alignée de la stratégie à l'opérationnel. Donc, comment ça se présente? Donc, ACT, c'est pour Agile Canva, pour une transformation d'entreprise alignée. On va regarder d'un peu plus près ce qu'il y a derrière, mais globalement, hein, ça permet de, dans un même Canva, justement, poser comment dire, des décisions de la stratégie avec une vision à un an jusqu'au plan de transformation à un mois. On va zoomer dessus au travers un exemple. Et si on prend la partie de gauche de ce Canva, donc c'est la partie stratégie. Donc imaginez là que on soit une start-up et euh, on ait défini notre go-to-market. Donc là maintenant il est temps d'accélérer et de développer notre produit en tant que tel. Donc on va passer de la start-up à la scale-up pour faire simple. On va définir notre propre stratégie. Donc ça, c'est spécifique, mais ce qu'il y a derrière, la stratégie d'un peu générique qu'il va y avoir, c'est une stratégie orientée produit à ce moment-là. Pardon. Et donc, dans nos OKR stratégiques, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les OKR, je ne vais pas en parler beaucoup, hein, mais ça structure un petit peu le Canva. Donc, les OKR, on va se fixer des objectifs et on va se fixer des résultats clés qui sont les critères de succès d'atteinte de l'objectif. Et on peut les avoir à plusieurs horizons de temps. Ce sont des cycles, hein, les cycles OKR. On a des cycles trimestriels et annuels, typiquement. Pour la partie stratégique, cette startup là qui veut grandir, elle va se définir un OKR qui porte sur le produit et donc, entre autres, doubler les parts de marché. Et on veut continuer jusqu'à aller au plan de transformation. Et pour continuer, il faut qu'on regarde un peu plus près les dimensions de l'entreprise, comment on zoome, qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau de l'entreprise. Donc pour ça, j'utilise un modèle qui est le modèle de Galbraith. Certains d'entre vous le connaissent déjà. Et le point d'entrée de ce modèle, c'est la stratégie. Et ensuite, on va définir les capacités organisationnelles. Donc, je vais reprendre le même, euh, la même métaphore que nous avons utilisée dans notre conférence, celle d'un organisme vivant. Donc, les capacités organisationnelles sont les muscles de cet organisme. Par exemple, si vous êtes un athlète, certains vont se diriger vers le sprint, d'autres vont se diriger vers le marathon. Celui qui va se diriger vers le sprint, il faut qu'il développe ses capacités d'explosivité. Celui qui va aller vers le marathon, plutôt une capacité d'endurance. Donc pour l'entreprise, c'est pareil. Par rapport à sa stratégie, il faut qu'elle développe certaines capacités. Quand on parle de réactivité, de flexibilité, etc., ça fait partie des capacités qu'on veut développer. Ensuite, on a la structure. On connaît tous la structure. Ça serait la colonne vertébrale, enfin, ça serait le squelette de l'entreprise. On connaît tout ça, hein, ça permet de répartir le travail et les responsabilités au sein de l'entreprise. Ensuite, il y a le processus dans ce modèle, on continue de le regarder de près. Il y a les processus. Puisque la structure a permis de répartir le travail, maintenant, il faut l'orchestrer.
tout simplement. Et donc pour ça, bah, il y a plein de processus comme les processus budgétaires, les processus, métiers, et cetera. Et ça serait dans notre métaphore, ce serait le système nerveux. Il y a le système de reconnaissance, tous les sportifs le connaissent, hein. Lorsqu'on va faire une petite sortie, bah, on a de la dopamine, on est content d'avoir été courir, on est récompensé. Là, ça toute la partie RH, par exemple, c'est pour, comment dire? Récompenser les efforts collectifs et individuels. Et enfin, on retrouve les individus, c'est les cellules et le développement des compétences de ces individus. Donc, pour finir sur cette métaphore, en fait, un organisme vivant en bonne santé, bah, faut que tout soit, connecté et tout soit cohérent. Je parlais tout à l'heure de tout aligner, ben là, en fait, toutes ces dimensions de l'entreprise doivent être alignées. Si c'est le cas, eh bien, en sortie, enfin, quel que soit comment dire, l'alignement, en sortie, on a 2 propriétés émergentes, toujours selon ce modèle-là. La première, c'est la performance de l'entreprise et la seconde, c'est la culture de l'entreprise. Donc c'est 2 propriétés émergentes. Donc voilà, si on est bien aligné, ben, on va avoir la performance qu'on souhaitait et la culture qu'on souhaitait mettre en place. Le truc, c'est que nous, avec l'agilité, ben, on s'est, surtout, préoccupé de la partie processus parce que dedans, on va retrouver les méthodes, les équipes, et cetera. Et notre point d'entrée, ça a été aussi la culture, agile. On a souvent mis ça en red flag pour dire: «Attention, ça va être compliqué de mettre en place l'agilité si on n'a pas la bonne culture, le bon état d'esprit», et cetera. Quand on voit ça, on se dit, par rapport au modèle, bah, il y a un petit souci parce que finalement, si on veut adresser toute l'entreprise, ça doit partir de la stratégie et on doit avoir tout ça cohérent. Et nous, en fait, on essaye de rentrer par la porte du processus, par la porte d'une propriété émergente, la culture, et puis essayer de remonter, par notre approche, comment dire, ascendante. Hem, c'est plutôt difficile et on se heurte à cette problématique-là. Donc si on continue, dans notre, outil de transformation, on va passer les objectifs annuels aux 5 dimensions de l'entreprise. On est toujours dans le cadre de notre startup qui veut grandir, et qui est, orientée produit. Donc en termes de processus, au niveau de l'équipe, on pourra mettre du Scrum. Rien n'est obligatoire, là, c'est que des exemples, hein, ce que je propose. Pour avoir des feature teams, on pourra aller sur un framework, de type LeSS si on veut passer à l'échelle. En termes de structure, on pourra aller sur l'organisation produit, c'est, relativement à la mode, depuis quelques années. Entre autres, on pourra avoir un product owner et un product backlog unique pour toutes les équipes. Heu et puis, en termes de capacité organisationnelle, dans ce contexte-là, généralement, ce que l'on recherche, c'est une adaptabilité du marché, des technos et surtout une innovation de continuité autour du produit, pour le faire grandir. Pour, accompagner les individus, on connaît ça par cœur, c'est du servant leadership. Et puis, pour le système de reconnaissance, c'est-à-dire, toutes les métriques de succès, qui vont permettre de savoir si on va dans la bonne direction ou non, bah, ça peut être le time to market des fonctionnalités et puis, du pilotage par la valeur. Comment on pourrait décliner ça en termes d'objectifs à 3 mois? Rappelez-vous dans le modèle, hein, on avait ces 5 dimensions et en sortie, on avait la performance, à gauche et puis, la culture à droite. En fait, ces 2 propriétés, émergentes, on les a traduits dans ce canevas par des OKR, un OKR de performance tactique et puis un OKR, lié à la culture, un OKR de transformation. Le 1er, ça pourrait être, donc, un des résultats clés, ça pourrait être augmenter la satisfaction utilisateur de X à Y, peu importe. Et puis, sur la partie, transformation, ça pourrait être que 100 des équipes peuvent contribuer à 100 du product backlog. Ça, c'est une proposition. Et puis, concrètement, pour aller jusqu'au bout du canevas, eh ben, on va avoir, plein de propositions d'actions, d'initiatives. Mettre en place des débos, former les managers au servant leadership, organiser les feature teams. Pour la partie produit, avoir un tableau de bord des métriques, comprendre le parcours utilisateur, peu importe, hein, encore une fois, ce sont que des exemples. Donc ça va être notre outil de transformation qui prend en compte, bah, toutes les dimensions de l'entreprise, tous les niveaux de décision, on va dire, de la stratégie à l'opérationnel. Ça, c'est la première partie. Mais on voit le canevas, c'est bien, sauf que, une des difficultés, c'est savoir ce qu'on y met dedans. C'est facile quand on le lit comme ça, mais le remplir, c'est pas si simple. Et pour ça, bah, en fait, ce que je propose,
c'est que finalement, dans ce canevas, on retrouve toutes les briques agiles. Moi, j'ai appelé ça des piliers, mais c'est toutes les briques agiles qu'on a déjà développées ou qui restent à développer, et à commencer par l'agilité stratégique. De mon point de vue, si l'agilité, c'est piloter du changement, pardon, si c'est piloter du changement, bah le premier changement qu'on doit pouvoir faire, c'est changer de stratégie. Ça paraît évident, euh, tout du moins de l'ajuster. Enfin, il y a différents niveaux de changement stratégique. Et derrière cette brique d'agilité stratégique, il y a plein de principes, notamment que finalement les changements de stratégie soient plus n'est plus un caractère exceptionnel. On pense tous à, par exemple, à l'off-site de la direction qui vont faire leur parcours de golf pendant 2 ou 3 jours et qui reviennent avec des belles idées avec leur nouvelle stratégie. Là, si on veut aller sur de l'agilité stratégique, c'est-à-dire si on veut changer de stratégie quand c'est nécessaire, il faut qu'en fait tout ça, ça devienne un processus qui soit intégré à l'entreprise et qui n'ait pas un caractère exceptionnel. Et on va retrouver d'autres briques dans les autres cases. L'agilité opérationnelle, c'est celle que l'on connaît. C'est enfin moi j'appelle ça l'agilité opérationnelle, c'est l'agilité des équipes. On retrouve aussi l'agilité à l'échelle, donc les frameworks X ou Y qu'on peut mettre dans cette partie-là. Après, il y a l'agilité organisationnelle, c'est un mot où on met pas mal de choses derrière. Moi, euh, de mon point de vue, c'est la suite de l'agilité stratégique. Si, on l'a vu, le modèle commence avec la stratégie et ensuite on embarque sur la capacité et la structure. Si on change de stratégie, on doit pouvoir changer de structure. Donc cette agilité organisationnelle, c'est au service d'un changement stratégique. Ça veut dire deux choses, hein. Ça veut dire que, un, on est capable de changer la structure et que deux, on propose une structure qui est capable elle-même de changer. Donc, le modèle qu'on propose soit capable de changer. Ça ne peut pas être un modèle unique. Si on regarde le modèle de Galbraith de tout à l'heure, on comprend que associé à une stratégie, on a une structure. Donc, on ne peut pas proposer un modèle organisationnel unique. C'est plutôt des modèles qui s'ajustent par rapport à la stratégie. Si on continue, on va avoir l'agilité entreprise. Pour moi, c'est les capacités dont j'ai parlé, réactives et flexibles, etc. Il faudra faire un zoom dessus, mais ça va pas être le moment. Euh, on connaît les briques d'agilité managériale. On a déjà parlé du management 3.0, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Ça existe. Et puis le dernier, c'est l'agilité RH. Euh, donc je ne sais plus si c'est toi, Pierre, qui en a parlé le premier. En tout cas, nous avons notre ami Jean-Claude Grosjean qui en a parlé en dernier. Ouais, j'ai commencé Agile for HR à peu près il y a 12 13 ans. C'est ça. Et en même temps, il y avait un groupe pas en Finlande, en Suède, si, en Finlande et en Suède. On a vraiment commencé, ils ont commencé un mois avant moi. On avait le même nom. Je m'étais mis en Ouais, relation avec eux. Et ils ont adressé de trucs. Après, il y avait Pia Maria Toren qui avait écrit son truc, Agile People, qui a fait le buzz. ouais. Euh, c'est plus gentil. Mais bon, ouais, ouais, on a commencé très tôt avec ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a 12-13 ans. Donc, ce qui est étonnant, c'est que Euh, toi, enfin, vous avez commencé il y a longtemps. Jean-Claude a écrit un livre en français dessus. Normalement, la barrière en France, c'est d'avoir des ressources en français. Et il a fait ça. Et aujourd'hui, on entend très peu parler encore de l'agilité RH, si ce n'est pas du tout. Et pourtant, si on veut aller sur l'entreprise agile, de mon point de vue, enfin, et j'imagine du tien aussi, puisque tu as travaillé dessus, eh bien, c'est une brique qu'il faut embarquer, évidemment. Il y a des choses qui ont changé, hein. Ah, mais Les en RH, 13 ans, j'espère. ah non, mais même au niveau des entreprises. Parce que maintenant, tu as les modèles, tu sais, où on parle de people management. Donc les RH, il y a, grosso modo, le focus RH est parti un petit peu de côté. Parce que récemment, les gens gèrent, c'est tout ce qu'ils font. Mais la partie vraiment qui est la gestion des gens, ça vient du people management. Et là, c'est par exemple sur les modèles comme Agile at Scale, tu sais, où on refait une redistribution des rôles du management. Et là, c'était plutôt un angle intéressant qu'il faut peut-être scruter de près. Bah, en fait, quelle que soit la brique, en fait, cette partie people, cette partie système de reconnaissance, c'est-à-dire système de rémunération, hein, pour faire simple, et de bonus, tout ça, en fait, ça fait partie des décisions qu'on doit prendre.
et, euh, et qui sont, si on veut aller vers l'agilité, qui doivent être cohérentes avec tout le reste et qui doivent changer si jamais la stratégie change, etc. Et pour finir sur les piliers, il y a l'agilité tactique. Alors, c'est quelquefois difficile à caractériser, mais entre autres, dedans, il y a les OKR ou tout un autre système équivalent que les OKR, peu importe, c'est pas une question d'outils, c'est vraiment une question de principe derrière. Donc, derrière tous ces piliers, et ben justement, comme le disait Pierre, ça change, ça évolue, mais derrière, on va mettre en place des principes, pas forcément des solutions, on va pas forcément imposer des solutions, mais plutôt des principes et déjà une connaissance suffisante pour pouvoir proposer des choses et comprendre ce qu'il y a derrière. Donc là, c'était la partie, nous, en tant que coach, maîtriser tous ces piliers-là. Le point le plus délicat, enfin, un des points délicats, mais ils sont tous délicats en réalité, c'est de définir la cible. Et pour définir la cible, bah, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moi, si je me place du point de vue de l'entreprise, bah, le point d'entrée pour moi, ça va être le portefeuille d'activité et la stratégie. Le problème de la stratégie, c'est que une stratégie, il existe des stratégies génériques pour mettre dans des cases, euh, mais avant tout, une stratégie, elle est spécifique, elle est liée au contexte de l'entreprise puisqu'elle est définie de manière relative par rapport aux concurrents. Donc, on en a des centaines de stratégies et ça serait difficile finalement de proposer une solution agile, on va dire. En face d'une stratégie. Donc, il faut qu'on arrive à identifier des catégories, voilà, pour qu'on puisse définir des solutions adaptées par catégorie. Le parti pris que j'ai, on aurait pu en avoir d'autres, c'est d'utiliser, de faire évoluer le modèle des trois horizons, qui est un vieux modèle. Je ne sais plus si c'est McKinsey ou BCG. Le modèle des trois horizons, c'est un modèle d'horizon d'investissement. C'est-à-dire à quel moment on va toucher les bénéfices de ce sur quoi on a investi. Ce modèle des trois horizons, on le retrouve dans Safe, on le retrouve dans Nfix, mais en réalité, ils n'en font pas grand-chose. C'est comment dire, c'est présent, mais on ne va pas jusqu'au bout de l'intérêt de ce modèle. Donc moi, comment dire, je l'ai renommé, même si je m'appuie dessus, je l'ai renommé tout simplement parce que je vais le faire, je le décline à tous les niveaux, pas seulement portefeuille, mais jusqu'aux équipes. Donc, c'est quoi ce modèle? On commence par le modèle le plus long terme, c'est l'horizon le H3 dans ce modèle des trois horizons. C'est la partie exploration. Grosso modo, c'est l'univers des startups. Donc là, on a une vision. Pour une startup, elle veut innover. Pour une entreprise, elle veut se transformer. Elle veut comment dire, voilà, préparer demain. Dans ce contexte-là, évidemment, euh, de stratégie, on n'en a pas encore. Justement, on est en recherche d'une stratégie. On est en recherche d'une viabilité. Et, et on n'est pas du tout sûr que ça va payer. D'ailleurs, une grosse partie des startups, on le sait tous, échouent. L'horizon plus moyen terme, l'horizon 2, que j'ai appelé expansion, c'est l'horizon de la partie croissance. C'est-à-dire que, grosso modo, là, on avait notre idée, on l'a fait germer, et on a prouvé que c'était viable à petite échelle. Et dans cet univers-là, en fait, il faut passer à l'échelle du marché. C'est-à-dire, il faut croître, faut développer notre produit, il faut développer nos clients. Et puis, il faut savoir prendre évidemment toutes les opportunités, les émergences. L'horizon qui nous est le plus proche, c'est l'horizon d'exploitation. Là, on est centré sur notre cœur de métier, c'est le court terme. Grosso modo, dans cet horizon-là d'aujourd'hui, on exploite tout ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, avant, l'exploration et l'expansion, on a développé des produits, des services. Aujourd'hui, on les exploite. Et donc, c'est là où on va toucher les bénéfices concrets de ce sur quoi on a investi. Donc, on est rentable. Et le but, c'est d'être le plus rentable possible, le plus longtemps possible. Et donc, c'est un horizon de temps où on est dans l'optimisation de ce qu'on a, de nos actifs. Donc, en disant ça, on comprend bien que quand on explore, on ne sait pas du tout, on n'a pas encore notre stratégie jusqu'à l'exploitation, où finalement on est vraiment dans l'optimisation des choses. Bah, en fait, on ne peut pas avoir la même stratégie, on ne peut pas avoir la même structure, on ne peut pas avoir la même réponse. Et pour finir, ce que j'ai parlé de quatre
horizon de temps. Il manque généralement l'horizon zéro, c'est-à-dire de l'exclusion, là où on va vendre, sous-traiter, arrêter, externaliser, peu importe les manières, mais ça sort de l'entreprise. Euh, C'était déjà un problème avant. Ceux qui essayent de décommissionner des produits sur lesquels il y a encore une longue traîne de clients qui veulent pas partir ou autre, vous connaissez la difficulté que ça peut être. Pour autant, pour une entreprise agile, pour pouvoir changer, il faut voyager léger. Donc plus on est léger, plus on se débarrasse de nos actifs, plus on va pouvoir changer facilement. Et là où l'enjeu avant, c'était on va dire, d'exclure tous nos produits ou services qui n'étaient plus viables. C'est-à-dire, voilà. Parce que dans cet horizon d'exploitation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, il y a un vrai enjeu, c'est évidemment de se financer, de se payer, hein, de faire tourner la baraque, mais c'est aussi ça qui permet de financer l'horizon 2 et l'horizon 3, l'exploration et l'expansion. Donc avant l'exclusion, ici, comment dire, on se débarrassait des produits quand ils étaient plus viables. Avec l'agilité, en fait, le seuil remonte et on va se débarrasser de nos produits ou nos services avant qu'ils deviennent obsolètes, lorsque le potentiel de croissance commence à diminuer. Donc en fait, on commence à s'en débarrasser plus tôt, donc c'est plus vite un problème. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 4 horizons de temps? C'est bien joli tout ça. Et bien en face, on va mettre des archétypes agiles. Tout à l'heure, j'ai parlé dans l'outil Act, là, je vous ai mis un exemple de stratégie orientée produit. J'ai parlé d'organisation produit. On a parlé de pas mal de choses qui tournent autour du produit. En fait, c'est ce que j'appelle l'archétype produit. Et ça, c'est un archétype qui marche très très bien pour l'horizon 2 d'expansion. Mais vous allez le comprendre, il n'y a pas que celui-là. Dans la partie exploration, on trouve d'autres archétypes. Les 5 que je vais vous présenter, ils ne sont pas exhaustifs, c'est ceux que j'ai identifiés aujourd'hui. On n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres. Euh, dans la partie exploration, on a d'autres archétypes. L'archétype de réseau de mini-startup interne, donc c'est Pierre, tu reconnaîtras ton modèle dans ce contexte-là, entre autres. Mais on a d'autres archétypes, l'archétype projet. Alors celui-là, il nous fait un petit peu mal, parce que dans l'agilité, on a essayé de se débarrasser du mode projet pour aller au mode produit, hein, il me semble, et on était bien content de faire ce changement-là. Il se trouve hein, que l'organisation projet et pas le mode de gestion projet, l'organisation projet reste une organisation euh, très agile, innovante et qui peut être très intéressante dans la phase d'exploration, mais il faut le faire avec le bon état d'esprit, évidemment. Et côté de l'exploitation, bah là, c'est vraiment différent. On est passé du développement produit à l'exploitation de notre produit et on commence à être être plus intéressé dans le service, l'engagement de service, le service qu'on va rendre aux utilisateurs et avoir un engagement de service derrière. J'ai appelé ça l'archétype flux. J'aurais pu l'appeler archétype service. Mais entre archétype produit et archétype service, ça donne l'impression que le premier est pour les produits et le second pour les services. Et c'est une mauvaise interprétation. L'archétype produit peut être utilisé pour les produits ou les services. Donc là, je vous ai tous perdus. Donc je vais parler d'archétype flux plutôt. Et je vous donnerai un exemple de ce que c'est derrière. Et puis, pour aller jusqu'au bout de ces archétypes, il y a également le réseau d'intraprises. Je pense que c'est aussi un peu ce qu'il y a derrière ton modèle, Pierre. Mais il faudra qu'on regarde plus précisément. Et qu'est-ce qui peut séparer les deux? En fait, c'est le portefeuille. Le portefeuille d'activité, il y a plusieurs types de portefeuilles. C'est un continuum qui va du portefeuille très intégré, penser typiquement à une entreprise qui a plusieurs produits. Ces produits, soit ils peuvent être utilisés, vendus, marketés de manière séparée. Donc là, on est plutôt dans un portefeuille découplé, ou alors ils peuvent intégrer au sein d'une solution. On peut pas les vendre les uns de manière séparée. Et puis là, on est plutôt dans un portefeuille intégré
Le compte de résultat, dans le premier, il n'y en a qu'un seul, dans l'autre, il y en a un par produit typiquement. Donc pour les portefeuilles intégrés, on va plus aller vers des archétypes en flux, et pour les portefeuilles découplés, plutôt vers les réseaux d'entreprise. Donc voilà 5 archétypes. Donc dans le framework, je précise hein, ce qu'il y a derrière ces archétypes, évidemment. Par exemple, pour l'archétype service, donc, on va avoir une stratégie orientée service. On va avoir des OKR qui sont plus business que produits. Pour le process, ça repose sur du Kanban, éventuellement des équipes spécialisées. Pour passer à l'échelle, on pourra utiliser le framework d'entreprise service planning de la Kanban University. Pour la structure, c'est une organisation en flux, évidemment, mais c'est-à-dire derrière, ça repose sur un réseau de systèmes Kanban, ce qui n'est pas si simple. Les capacités qu'on va rechercher, c'est plutôt d'adapter la capacité à la demande et d'être dans une innovation plus d'efficience, c'est-à-dire plutôt une innovation liée au processus, alors que tout à l'heure, on avait plutôt une innovation de continuité sur le produit, ce qui n'est pas pareil. En termes d'individus, on va avoir plutôt du leadership facilitateur, du management participatif. Les KPI, là, pardon, les reconnaissances et les métriques, c'est plus sur du KPI et du pilotage par le flux. Alors, c'était plutôt du pilotage par la valeur, typiquement. Et les OKR tactiques que l'on retrouve en termes de performance portent en général sur l'engagement de service et sur la partie transfo, sur la culture flux et service. Mais ça, c'est une vision statique des choses. En réalité, on le sait très bien, c'est plus faut plus voir ça dans une dynamique. Si on regarde à l'échelle de l'entreprise, cette dynamique, c'est quoi? On va commencer avec la startup, hein, c'était l'exemple de tout à l'heure. Elle est en exploration, elle recherche sa stratégie, très bien. Elle l'a trouvée, elle va devenir une scale-up, elle va croître. On va être en phase d'expansion avec une stratégie orientée produit. À un moment donné, elle va atteindre son sommet où elle va commencer vraiment à exploiter. Alors, ça ne veut pas dire que son produit, il est fini, qu'il continue à le maintenir, à le faire évoluer, mais d'une autre manière, on est dans une stratégie plus opérationnelle. Et là, le but, ça va être de réajuster la stratégie pour que on continue l'exploitation le plus longtemps possible. Et puis, à la fin, on aura la poubelle. Donc là, j'ai parlé du cycle de vie d'un avantage concurrentiel d'une entreprise, mais imaginez le cycle de vie d'un produit ou d'un service, ça va être la même chose à un autre niveau et on retrouvera les mêmes principes. Euh, dans l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde ce point de vue dynamique, c'est que dans la partie exploration, puisque rappelez-vous, l'entreprise agile, hein, elle doit performer aujourd'hui et préparer demain, hein. Donc là, on est dans la partie exploration où elle prépare demain. Donc elle a plein d'idées. C'est des petites startups internes ou encore une fois des équipes projets selon l'archétype qu'elle a choisi. Et puis dans le lot, il y en a une qui commence à émerger, qui devient viable. Donc elle va aller dans l'organisation produit où elle va grandir, changer. Et une fois que ce produit il rentre en phase d'exploitation, il va rentrer donc là dans 2 zones différentes. La zone de performance, c'est là où on a le cœur de métier. C'est là où traditionnellement et avant, on avait l'organisation matricielle pour faire plaisir aux plus anciens d'entre nous. Mais aujourd'hui, l'organisation matricielle, c'est pas trop ce qu'on recherche. Et on a également la zone de productivité, ce sont toutes les équipes qui viennent soutenir cette performance, c'est-à-dire transformer, venir faire des programmes de transformation. L'agilité était là, le digital est là, les RSE est là, etc. Et donc tout ça permet de rester viable le plus longtemps possible, et à la fin, on a l'exclusion. Donc, si on regarde ça de manière dynamique, si on fait une photo de l'entreprise à un moment donné, eh ben, elle doit gérer tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire gérer tout ça? Ça veut dire que elle doit gérer un portefeuille d'unités stratégiques. Chaque point là que vous voyez sont des unités, sont des organisations. On pourrait appeler ça une business unit, un département, peu importe. Et tout ça cohabite. Sauf que, alors pour faire le lien avec l'outil Act qu'on a vu tout à l'heure, hein, chaque point là pourrait avoir son propre Canva Act et puis travailler de manière quasi autonome dessus. Euh, et d'après ce qu'on a vu précédemment, en fait, chaque point a une agilité, une manière d'être agile qui lui est propre. Et entre les startups et puis et l'organisation en flux, c'est pas la même. C'est-à-dire que l'entreprise agile, elle a un portefeuille
d'unités avec des agilités différentes. Et elle doit pouvoir gérer ça en toute cohérence. Vous allez me dire, on savait le faire avant, hein, il suffit d'avoir un incubateur. On a tous connu les départements R&D qui étaient plus des départements D que R, euh, où on développait notre produit. Et donc, il suffit de faire transiter le travail de l'incubateur à la R&D, à la partie maintenance corrective. Donc ça, on savait faire déjà, quelque part. Sauf que là, aujourd'hui, déjà, les modèles vont être beaucoup plus proches de l'agilité, enfin, plus cohérentes, on va dire, avec l'agilité, et qu'en plus de ça, bah, c'est pas seulement le travail qui change, c'est aussi l'équipe qui va suivre. Donc, on n'a plus une équipe spécialisée dans l'innovation, une équipe spécialisée dans la recherche ou le développement, une équipe spécialisée dans la maintenance corrective et évolutive. On a une équipe qui va suivre le travail et qui, à chaque étape, finalement, doit ajuster sa manière de travailler, typiquement. Et c'est là où je dis que ce modèle, je le décline à tous les niveaux. Alors, typiquement, et c'est une caricature ce que je vais dire, hein, parce qu'on peut imaginer plein d'autres propositions. Et ben, dans la phase d'exploration, en termes de méthode, on sait très bien qu'il y a des méthodes très adaptées à ça. C'est le Lean Startup pour expérimenter vite, pour apprendre. On pourrait penser à Running Lean de Ashmoria, on pourrait avoir du Design Thinking, peu importe les méthodes, c'est assez spécifique. Dans la partie expansion, évidemment, on pense à Scrum, hein, c'est fait pour ça, développer le produit, itérer rapidement pour développer notre bon produit, c'est idéal. Et puis si on continue, dans la phase d'exploitation, eh bien, là, on est plus à gérer des flux de petits évolutifs, de petits correctifs, de changements, et le Kanban va être complètement adapté à ça. J'ai pas de méthode pour l'exclusion, je n'ai pas encore trouvé. Donc, si l'équipe suit le travail dans ces dans ces différents catégories, on va dire, eh ben, elle doit adapter son mode de travail de manière adéquate. On a tous connu ça, hein. Là, j'invente pas quelque chose, hein. Je mets en musique ce qu'on a déjà vécu. Si vous avez été dans une startup, vous avez commencé à bricoler des choses, à expérimenter. Puis ensuite, à un moment donné, on s'organise, on met en place des équipes Scrum, etc. Puis à un moment donné, eh ben, on commence à avoir du mal à identifier les objectifs de sprint parce qu'il y a de plus en plus de petites évolutions, de petits correctifs. Euh, et puis on continue et l'équipe est de plus en plus perturbée par le support, par les bloqueurs de prod. Et on commence à avoir un petit peu de Kanban qui vient apparaître. On fait un mélange de Scrum et Kanban. Et puis à la fin, il y a trop de flux et il y a très peu de choses à planifier. On est dans du Kanban. Donc ce cycle de vie, on l'a connu. Là, j'essaye de le formaliser au niveau de l'équipe et de faire le lien jusqu'au niveau de la stratégie. Il nous manque les cadences de changement. Tout à l'heure, on avait comme outil pour accompagner la transformation, on avait Act. Là, il y a maintenant les cadences, parce que ça ne va pas se passer une fois tous les 2, 3 ans. On ne parle pas de réorganisation, mais bien de transformation. Donc, naturellement, les cadences liées au changement on les retrouve à chaque niveau de prise de décision, puisque c'est ça qui va impliquer du changement. Donc tout ce qu'on a mis en place, stratégie, tactique, opérationnelle, bah, amène des résultats, évidemment. C'est ce qu'on a appelé la performance et la culture tout à l'heure. Tout ça, on va inspecter par rapport à ce qu'on avait prévu. On va adapter naturellement. Et les adaptations, en fait, elles sont à la fois opérationnelles, c'est-à-dire bah, comment on fait évoluer notre produit et comment on travaille dessus, également tactique, stratégique au niveau business et stratégique au niveau corporate. Et tout ça se traduit dans Act par les parties en bas. On va lier ce canevas en fait, à des processus. Donc en bas, on va retrouver des revues opérationnelles de hebdomadaire à mensuel. Tout ça va alimenter les revues OKR tactiques, enfin OKR ou encore une fois, peu importe le système, qui est plutôt trimestriel typiquement. Et tout ça va alimenter les revues stratégiques typiquement annuelles. La partie corporate est en dehors de ce canevas, parce que les canevas sont par organisation, et la partie corporate, c'est l'ensemble des organisations. Et pour finir, bah, il nous faut un petit outil pour évaluer l'agilité entreprise. Et cet outil, c'est typiquement Radar. Là, je n'ai pas été chercher trop loin. Euh, ce radar, il porte sur les piliers
de l'agilité, oups, pardon, les piliers de l'agilité. Alors là, ceux qui suivent, vous remarquerez qu'il n'y en a que 6 alors que j'ai parlé de 7 piliers. C'est juste que j'ai oublié et j'ai pas eu le temps de changer. J'avais la flemme parce que déjà pour faire le radar, c'était compliqué. Alors, la question c'est quoi, comment on se positionne dans ce radar-là? Donc là, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Le centre, la question est plutôt de savoir déjà se situer sur une échelle entre SUSO et VUCA, c'est-à-dire je vais expliquer ce qu'est SUSO, c'est-à-dire se positionner sur notre besoin en agilité, parce qu'il y a des contextes SUSO qui sont stables, compréhensibles, c'est understood, simple et évident, obvious. Là, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'agilité, évidemment, et jusqu'au VUCA qu'on connaît tous, et c'est là où on a besoin le plus d'agilité. Et donc, comment dire, ce radar, ces échelles dans ce radar-là, pour chaque pilier, se font sur cette échelle qui part de finalement une approche relativement fixe qu'on connaît avec les entreprises plus classiques, c'est-à-dire euh, d'avoir des budgets annuels, enfin tout ce qu'on n'aime pas, quoi, hein, une planification, une roadmap annuelle, et après derrière on pilote. Bah là, il n'y a pas besoin d'agilité puisque tout ça est simple et pilotable. C'est de plus en plus rare ce contexte, hein, on ne va pas se mentir. Et plus on va aller vers le VUCA, plus on va avoir besoin d'une approche en flux, c'est-à-dire prendre des décisions qui sont déclenchées par les événements. Et entre les deux, on va avoir des échelles découplées, multi-échelles découplées, c'est-à-dire c'est décentralisé, c'est pas comment dire, l'entreprise qui décide, mais qui délègue, qui décentralise, pardon, les décisions au niveau des organisations. Le multi-échelle, c'est pas avoir comme seul horizon de temps le annuel, mais d'aller sur du trimestriel, d'aller sur de l'hebdomadaire. Et tout ça est fait par rapport aux archétypes. Ça va se fixer une cible et on va se jauger par rapport à cet archétype. La suite, on la connaît, on voit où est-ce qu'on doit progresser. Et ça va nous permettre d'identifier les points qu'on doit ajuster, où on doit être meilleur. Là, sur cet exemple, c'était l'agilité organisationnelle et managériale. Donc, on retrouve l'organisation produit pour l'agilité organisationnelle. Et au niveau managérial, le servant leadership. Donc, on va former les managers. Donc, on va organiser des feature teams, ce genre de choses. Voilà l'idée. Et donc, le framework, bah, c'est la somme de tout ça. On entre par le portefeuille, la stratégie. On se définit une cible par rapport donc, à cette stratégie. Ce sont les archétypes agiles. On va avoir des outils pour s'évaluer, le radar, et script, c'est les 5 dimensions. Euh, on va avoir des cadences pour ajuster tout ça et se transformer. Et puis, bah, nous, porteurs de cette transformation, on va avoir les compétences, les connaissances pour pouvoir proposer des solutions cohérentes, alignées à chaque niveau. Et à la fin, je vais finir avec ça, eh bien, ce que l'on cherche à avoir, donc c'est une gestion adaptative de l'entreprise globale pour performer aujourd'hui, innover demain, et surtout optimiser globalement et adapter localement. Donc, c'est 2 paradoxes que l'on a à gérer. Et les principes que j'ai retenus, moi, les grands principes, hein, pas les principes actionnables, c'est que l'entreprise, c'est pas une évolution, c'est une évolution, c'est pas une révolution. Je dis ça parce qu'on a souvent, euh, quand on parlait d'agilité pour simplifier, pour poser le débat, ouais, quand on posait le débat, on opposait souvent l'agilité logicielle avec l'agilité, enfin avec le logiciel, l'approche logicielle traditionnelle, Waterfall Co, et en proposant vraiment une révolution par rapport à ça. Au niveau de l'entreprise, moi, comment dire, en étudiant l'entreprise, voilà, je me suis rendu compte que ce soit au niveau de la stratégie, de l'exécution de la stratégie, la culture, enfin tous les points, en fait, l'entreprise, le concept d'entreprise évolue pour s'adapter au contexte qui change depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que l'agilité, en fait, trouve bien sa place aujourd'hui dans cette évolution à la fois des entreprises et sociétales. Donc, c'est pas une révolution. Et se dire ça, ça a l'air de rien, mais ça permet d'utiliser des concepts fondamentaux de l'entreprise, bah, justement pour s'appuyer dessus et proposer des choses qui parlent aux dirigeants et aux autres. C'est un moyen au service de l'entreprise, pas un but en soi, on n'arrête pas de se le dire.
Mais là, c'est plus concret, puisque avant, comme on partait des équipes, on essayait de remonter, bah, on disait, bah, faites de l'agilité. Bah, nous, on dit, votre problème, c'est la stratégie. Votre problème, c'est de pouvoir changer de stratégie. Et ben, nous, on va proposer quelque chose qui permette ça à tous les niveaux. C'est pas un modèle unique pour moi, en tout cas, hein. Pour moi, il y a des agilités d'entreprise. On l'a vu avec les archétypes. Et puis, l'agilité entreprise est différente de l'agilité d'équipe. Je suis pas le seul à le dire. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, bah, c'est une approche mixte, à la fois descendante, à la fois ascendante, à la fois émergente, à la fois délibérée. Il faut rendre tout ça cohérent. Voilà pour les contours de, comment dire, de l'entreprise agile. Euh, J'attends avec impatience vos retours. Je vais regarder dans le chat. Réseau de start-up interne fait penser à Hire, euh, enfin H-A-I-E-R. Oui et non. Euh, D'ailleurs, Unfix s'est inspiré de ce modèle Hire et c'est plutôt un modèle de réseau d'intraprises. Celui de la partie exploitation. Ça peut être à la fois comment dire, des mini startups, mais également des intraprises. Intéressant. Mm. Il y a un point, il faudrait que tu jettes un coup d'œil. Ouais, Bon, là, de mon côté, c'est plutôt pour des petites startups. Mais il manque la dimension gestion du risque et gestion des actifs, que tu auras très, 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 très rapidement. Ce sont des gens qui sont actifs, donc on va parler innovation, création de valeur. Les gens qui font la gestion active, et ils vont dire, ils s'en foutent complètement. Eux, c'est réduction du risque. Et au niveau des décisionnaires, tu as, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces personnes-là. Donc, si Mm. tu vas les vendre, il faut que tu sois prêt. Tu vas même te rendre compte que tu auras beaucoup plus ces personnes-là que les gens qui veulent créer de la valeur. ouais, t'as raison. C'est d'ailleurs un point. Quand j'avais présenté, enfin, j'avais fait un meet-up, t'étais là, Anne, à Agile Tribu. En fait, la gestion de risque, quand je parle du modèle de Galbraith, c'est ce que tu m'as dit Mm, également. mm, mm. Et oui, je suis entièrement d'accord, hein. Quand je parle de piloter le changement, c'est pour simplifier le discours. Mais piloter le changement, c'est de la gestion de risque. Mais ok, j'entends bien. C'est de Mm. manière d'en parler. Ouais. Ouais, tout à Mais fait. je rejoins Ouais. Pierre. Ça simplifie peut-être le discours pour gérer des esprits déjà éclairés. Pour des coachs agiles. Euh, non, non, pas forcément des coachs, Ouais. mais sur des organisations un peu plus traditionnelles, en tout cas des décideurs un peu plus traditionnels, le fait de faire ce raccourci risque de laisser penser qu'en fait, tu es passé à côté du sujet. Et c'est là Ouais, où je ouais. rejoins Pierre. Ok, super, je note, faut que je l'intègre d'une manière ou d'une autre, mais c'est complètement cohérent, enfin, je suis entièrement d'accord avec ce point, évidemment. Il y a probablement une question aussi de quel endroit est-ce que l'entreprise est dans son cycle de vie. Je pense Ouais, si on parle à des entreprises que je vais qualifier affectueusement de pachydermiques, ouais, euh, elles ont tout intérêt à réduire les risques pour continuer d'exister. Quand tu as présenté tout à l'heure le cycle étudie la startup, bah, ouais. tu as présenté le cas d'une startup qui a fait partie de la minorité qui a survécu. Ouais, Euh, elles sont pas si nombreuses, c'est sûr. Avant d'avoir Voilà. survécu, le côté saisie d'opportunité est intéressant. Et si jamais elle survit, après, elle va vouloir réduire ses risques. Et donc, je pense que selon ton interlocuteur, c'est pas forcément ouais, les mêmes angles que tu vas utiliser, saisie d'opportunité ou réduction de risque. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, tout ce que vous dites est très pertinent. Effectivement, plus on va aller vers, enfin, d'ailleurs, au départ, hein, le portefeuille d'activité, donc la diversification, c'était déjà un choix de réduction de risque. Alors en fait, ça a évolué, ça ne l'est plus autant que ça l'a été, mais le point de départ, c'est un outil de gestion de risque. Donc c'est encore plus pertinent d'en parler à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'un portefeuille d'activité ne va pas parler à une startup, elle développe un seul produit, enfin elle espère développer un seul produit ou un seul service. Mais c'est vrai que plus on va aller vers l'exploitation, plus il y a cette notion de gestion de risque qui va être présente. Ouais. Mm. Nicolas? Ouais, bah merci déjà Laurent.
Ça permet de voir l'évolution et là où tu es arrivé dans ta réflexion, parce que ça fait un an qu'on suit l'aventure pour certains, donc c'est plutôt cool. Quand au départ tu expliques que la vision de la démarche agile telle qu'on la présente, elle attaque. Là, t'étais dessus. Elle attaque par le processus et par la culture. Ouais. Ce qui pourrait être vachement intéressant dans tes écrits ou dans tes interventions, c'est de montrer aux coachs qui sont justement, ou aux personnes qui sont dans l'agilité de processus et de culture, comment passer à cette étape d'entreprise agile. Tu sais, quelles sont les clés qui vont leur permettre parce que typiquement, quand tu accompagnes des équipes opérationnelles, t'as pas forcément ou facilement accès à cette entrée portefeuille et stratégie. Et C'est donc, vrai. ce qui pourrait être intéressant, ce serait de donner des clés pour y accéder. Tu sais, Ouais, sur ouais. comment est-ce qu'on peut y accéder. Oui, alors ça c'est un vrai point, puisque le plafond de verre, hein, c'est pas seulement parce qu'on est coach agile et qu'on n'arrive pas à avoir la direction, c'est que effectivement on n'a juste pas accès à ces personnes-là, et effectivement c'est le point de départ. Donc là-dessus, je suis pas encore, comme je suis en train de finaliser un petit peu ce framework, je suis pas encore sur toutes ces réflexions-là. Pour autant, j'ai déjà des pistes par rapport à ça. Euh, il faut parler à ces gens-là, il faut leur parler de sujets qui les intéressent et dont c'est leur responsabilité. Ça, c'est la base. Typiquement, moi, depuis que je fais des OKR, donc depuis que je parle Mm, d'exécution de la stratégie, eh ben, je rentre dans les codires. mm, Et mm, alors, je ne parle pas avec eux je ne fais pas la conception de la stratégie, mais comment dire, on a un outil d'exécution de la stratégie. J'étais encore 2 jours à Brest là, à animer un codir pour définir les OKR. Et donc, à partir du moment où on leur parle de leur intérêt et de leur responsabilité surtout, bah, ils nous ouvrent les portes. Donc, si on a les compétences pour aller parler de stratégie, de structure, ce genre de choses, ils vont être à l'écoute. Maintenant, il faut qu'on monte en compétences là-dessus, et donc, et qu'il faut qu'on ait des réponses en plus de ça. C'est pas seulement poser des questions ou interroger, c'est comment dire, c'est proposer des solutions. D'où les piliers agiles. Et d'où aussi, ça a l'air de rien, mais de pouvoir dire je suis coach agile d'entreprise et pas juste coach agile. C'est-à-dire que le terme, va aussi, comment dire, pas forcément ouvrir les portes, mais changer de posture. Moi, je me présente plus comme coach agile, je me présente comme coach OKR. Et enfin, tout ça va être des petites astuces. Il faudra trouver plus que des astuces pour répondre à ton point, Nicolas, mais t'inquiète Ouais, pas, et notamment garder en tête aussi que beaucoup d'agents de l'évolution agile sont des personnes en place qui sont pas des coachs externes, voire pas des coachs du tout. Mm. Or, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir ouvrir les portes du portefeuille stratégique et faire potentiellement faire rentrer ton framework via ces portes-là. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent avoir dans tes écrits futurs, hein, Oui, oui. encore une fois, il y a pas de solution toute faite pour l'instant, mais Non, qu'ils pas puissent encore. avoir dans les écrits futurs justement les clés pour que, bah, tiens, je suis peut-être même pas un coach, hein, je suis quelqu'un qui est dans un plan d'amélioration continue et qui veut être acteur au sein de mon entreprise. Bah, comment puis-je faire rentrer l'entreprise sur la démarche agilité d'entreprise, quoi. Ouais. Ouais, bah faut que je vais y travailler. J'espère apporter des réponses. J'ai des pistes, évidemment, puisque déjà, je positionne l'agilité comme des sujets qui les concernent hein, directement, et pas seulement. Mais faut que je structure, enfin, et quand je dis je, il faut que l'on structure si ce framework vous intéresse et que vous avez envie de le porter, il faut qu'on structure des réponses pour y arriver, évidemment. Ouais. Anne, J'allais t'as dire, on reste posé. à ta disposition. Ouais, t'as levé la main. Ouais, après, je sais pas si Miguel a pas levé la main avant moi.
Ouais, c'est pas grave, J'imagine, c'est pas grave. Ouais. Ce que Miguel, je voulais dire, il arrivera et après. et on en avait déjà un peu parlé, c'est que je pense qu'il y a quand même un petit peu un point important. Il faut faire gaffe, je pense, à la façon dont on le présente. C'est que là, pour moi, tu vois, le côté exploration, expansion et compagnie, effectivement, quand c'est une startup, c'est en gros un monoproduit, monosecteur, monodomaine. Mm. Du coup, tu peux faire un rapprochement très simple entre cette espèce de courbe de vie du produit et le cycle de vie de l'entreprise. Oui, À partir du moment où on retombe sur une organisation mammouthesque, je crois que c'est ça, Théo, que tu as utilisé comme terme, c'est beaucoup plus complexe que ça. À savoir que tu vas avoir certains domaines d'activité, certains types de services, voire certaines parties de l'entreprise, si c'est un groupe, qui vont être dans des états de maturité différents. oui, je sais bien. Et je Pardon, sais que vas-y. tu sais, mais dans la présentation que tu as faite, et c'est vraiment un retour, toi, sur la forme, Oui, oui, ok. il Mm. y a un peu une confusion. Alors, je comprends hein, l'artifice pour faciliter la présentation, mais qui, du coup, sur tu vois, des interlocuteurs justement habitués à de la stratégie Mm. et à gérer en fait ce portefeuille avec ses niveaux de maturité, ses enjeux, ses contextes différents, là encore, j'ai un peu peur qu'on les Ouais. perde. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. En fait, cette présentation, elle est pour les coachs agiles, elle n'est pas pour la direction. Et elle est déjà pour avoir un retour sur le framework. Et c'est pas cette présentation que je ferai devant un codir ou Ouais. que sais-je. Je parlerai pas de la même manière, mais là, je Mm. sais à qui je parle. Ouais. Et si on veut Tu parles à qui? C'est les neuneux ou quoi, les coachs agiles? je ne parle pas des neuneux. Vous n'êtes pas des directeurs, vous n'êtes pas dans des codires, enfin vous y êtes peut-être comme facilitateur, mais voilà. Donc c'est plutôt pour présenter le framework du point de vue de l'agilité et pas du point de vue de l'entreprise. Ouais, parce que là j'ai pris plein de raccourcis, mais Ouais. si je prends pas de raccourcis, je perds des gens, hein. Donc, Ok. faut trouver un Alors, juste milieu. je rebondis sur ça, puis après, promis, je me tais au moins jusqu'à la prochaine question. Mhm. Ok, tu t'écris ça pour des coachs. Alors, je vais abandonner tout semblant de bienveillance envers mes petits camarades, mais je connais un paquet de coachs qui n'ont pas de culture, je dirais, d'entreprise, business et compagnie suffisante pour pas tomber dans le piège de la simplification aussi, hein. C'est vrai, Parce c'est que, vrai. Ah ouais. donc, Il va falloir veiller à tout ça. Je suis d'accord. Mm. il y a vraiment coach et coach, quoi, des gens comment te dire, qui sont conscients de ces espèces, tu vois, de process un peu régaliens d'entreprise, de la Mm. complexité qu'il y a derrière et qui ne voient pas dans du top management juste des gens qui ne veulent pas bouger. On en a quand même beaucoup hein, dans la population des coachs. Ah ouais. Beaucoup trop. Mm. Ok, super, merci. Miguel. Justement, ça me fait rebondir justement sur cette problématique, c'est le comment, c'est-à-dire en fonction des différentes phases de maturité, quel type de profil tu mets en face en fait pour gérer ce type de maturité et comment tu fais le lien entre justement les différents niveaux de maturité, comment enfin, combien d'intervenants vont, enfin, tu vois, en termes de facilitation, à quel moment ils vont intervenir, s'il y a différents niveaux de maturité, comment tu fais le lien entre, par exemple, enfin, quelqu'un, tu vois, j'imagine qu'il y a des entités qui sont peut-être un peu plus en expansion et d'autres plus en exploration. Ouais. Du, du coup, tu vas pas forcément avoir la même, enfin, les interlocuteurs ayant la même maturité. Comment tu fais la passerelle entre les deux, tu vois? La même maturité, je sais pas. En tout cas, les mêmes postures, la même boîte à outils. Non, ça c'est sûr, c'est différent justement parce que c'est bien pour ça qu'il y a des archétypes. C'est que dans les archétypes, la boîte à outils est un petit peu différente, même si les principes sont les mêmes. Donc c'est plus une question d'outillage, de méthode, de posture que de maturité. Et par exemple, c'est en profil, enfin, si je me projette demain à mettre en place ce type de framework, Mm. quel rôle en fait je peux jouer moi en tant que facilitateur en fait, en gros, tu vois, quand tu parles d'OKR, tu as différents rôles. Dans le Scrum, tu vois des rôles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton framework, tu vois aussi des rôles en fonction des différents niveaux de maturité qui vont Euh, porter, qui vont discuter avec les différents types d'interlocuteurs en fonction de la maturité? Parce que j'imagine que tu parles pas à un codir ou à un COMEX de la même façon que tu parles à une équipe.
Ah non, Est-ce que c'est des profils des différents, tu vois? Est-ce que justement dans ouais, ces rôles de facilitation, de coaching, et ça rebondit en fait ce que disait Anne, en fait, parce que tous les coachs agiles n'ont pas le même niveau de maturité, ni le même niveau d'expérience, ouais, ouais, tout à n'agissent pas au fait. même niveau au niveau des entreprises. Et c'est ça que j'essaie de comprendre, en fait, justement, Ouais, dans ouais. ce fameux comment. Euh, alors, je vais pas te cacher que là-dessus, je suis encore en réflexion. Je suis en réflexion déjà parce que, en fait, derrière, je construis un cursus de formation justement hein, euh, pour savoir comment on va faire. Et aujourd'hui, a priori, hein, ça peut changer, mais dans ce niveau de maturité, alors j'essaie d'avoir le moins de rôles spécifiques possible, parce que mon idée, c'est plutôt de faire évoluer les rôles déjà existants. Ça, c'est le premier point. Mais en revanche, nous, en tant que coach agile, on est là pour faire la transformation. Et c'est peut-être plus là où il y a des rôles spécifiques, c'est pour accompagner cette transformation. C'était bien le sens de ta question. Et donc, pour moi, il y a au moins deux niveaux. Le premier niveau, c'est coach agile, pour faire simple, coach agile exploitation, H1, coach agile H2, coach agile X3, c'est-à-dire coach agile exploration ou expansion ou autre, c'est-à-dire un coach qui maîtrise un archétype. Et le but, c'est pas, c'est de, comment dire, de mettre en place ou d'accompagner la transformation pour que l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise a plusieurs organisations, j'ai appelé ça les unités stratégiques, eh bien, elles soient cohérentes, comme le modèle le montre. Et, euh, et donc là, tu n'as pas besoin, tu vas accompagner une organisation et pas toute l'entreprise, donc tu n'as pas besoin forcément de connaître tous les archétypes. Donc il y aurait ce niveau-là. Et donc là, tu es plutôt au niveau d'une business unit. Donc tu n'es pas dans un COMEX et Mm. autres. Et le niveau de maturité, là, c'est vraiment un niveau de maturité effectivement du dessus. Ça va être le coach agile d'entreprise qui maîtrise les archétypes, qui sait parler à un COMEX, qui connaît les portefeuilles, et là, qui demande plus de maturité. À minima, il y a ça. Maintenant, il faut que vraiment je me plonge dedans. Encore une fois, je suis vraiment plus dans le framework que dans tout ce qui va aller autour, quoi. Christophe, Ouais, merci Laurent pour la presse et puis bravo de s'atteler à un énorme sujet comme ça, c'est super ambitieux. Euh, et typiquement, tu as démarré la présentation en parlant du parquet de verre, plafond de verre ouais. avec un slide qui est super intéressant. Et je me posais la question si tu pouvais pas, est-ce qu'il fallait pas reboucler peut-être en à un moment donné sur ce slide-là pour voir comment le framework pouvait rééquilibrer la balance ou la casser ou casser le parquet de verre ou le plafond de verre, je ne sais pas dans quel sens, mais enfin, voilà, c'est un question, enfin ouais, je pense que ça peut être de boucler comme ça sur et du coup de voir l'impact peut-être sur l'intégralité de l'entreprise et pas que bon voilà Ouais, c'est un bon point de reboucler sur ce point parce que c'est moi ce slide, pardon, il est important pour moi. Euh, je suis sûr qu'il n'est pas parfait, mais il est important parce que, en fait, il met en avant le point de départ de mes réflexions, c'était en fait l'agilité d'équipe. Et quand je réfléchis à entreprise, pour moi, il y a des paradoxes et on n'est pas ouais, forcément aligné. Les premiers paradoxes que j'ai eu en tête, c'est typiquement on met en place des équipes plutôt stables. euh, et, euh, et finalement, en ayant des équipes plutôt stables, on fige l'organisation, alors que finalement, on veut aussi de l'agilité d'organisation, pouvoir changer la structure, mais il y a de l'inertie à cause des équipes stables, etc. Et j'arrivais pas à rendre ça cohérent. Et donc, ce slide, d'une certaine manière, essaie de le rendre vivant. Mes premières problématiques. Mais alors après, pour reboucler, alors je ne sais pas encore comment faire, mais finalement, l'outil ACT, c'est ça, hein. C'est-à-dire que dans un même outil, sans chercher à être simpliste, tout ce qu'on va mettre dedans, en fait, ça doit être aligné à la fois en horizontal, c'est-à-dire que les décisions qu'on prend dans les initiatives sont bien au service
de notre stratégie, de nos OKR stratégiques, et puis en vertical aussi, c'est-à-dire que bah, le processus qu'on va mettre en place correspond à l'organisation, correspond au système de reconnaissance. Et finalement, l'alignement dont je parlais, c'est que bah, ce qui se passe ici, ce qui se passe ici, 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 tout ça est bien aligné. Donc, je le traduis sous forme d'un outil commun. Et Mm. pour remplir cet outil commun, c'est peut-être le coach agile qui va animer tout ça, mais faut qu'on soit, comment dire, euh, tous autour de la table pour le remplir. C'est pas le coach agile qui va remplir, hein. Il va y avoir le CODIR, les RH, le top management, les agents de transformation, etc. Et on se met autour de la table et on travaille ensemble. Et nous, le coach agile, on va être aussi là pour s'assurer que finalement, s'il y a besoin d'agilité, ben, on va en mettre les solutions à tous les niveaux qui conviennent. Euh, et donc, c'est un outil collectif. Donc, je ne sais pas si ça répond à ton point, Christophe. Je vais essayer d'y réfléchir parce que, comme, Ouais, comme je te l'ai dit, le slide de départ, il est important pour moi. Mais bah en tout ouais, cas, c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Et puis ouais, tu l'avais travaillé, puis je crois présenté aussi à Gilles Grenoble ou pas. ouais, Et donc, parce que ça parle en fait l'image parquet de verre, plafond. Voilà. Est-ce que le framework peut le fissurer quelque part, peut justement amener en gros les différents niveaux de l'entreprise ou les différents ouais, ouais, cercle d'activité là entre stratégie et ouais. puis ceux qui sont plus opérationnels à avoir à aller vers cette vision commune qui est l'agilité de l'entreprise avec un grand E ou de son entreprise. Bon, enfin, bon, enfin, c'est un questionnement, c'est tout, hein. Ouais, ouais, alors, donc la réponse c'est oui, évidemment, je cherche à résoudre ça, hein. Et la réponse concrète, c'est vraiment les archétypes. C'est-à-dire une proposition cohérente, bout en bout. Mais là comment dire, les archétypes répondent finalement à une agilité d'organisation cohérente. Là où on ne voit pas Mm. bien le final, c'est l'entreprise cohérente qui est constituée de multiples organisations. Et là, je ne sais pas encore comment le rendre visuel, ça. Mais bon, merci, je vais y réfléchir, ça va alimenter mes réflexions, tout ça. Miguel, t'as reposé une question ou t'as Oui, oublié? oui, j'ai une question Ok. justement. Parce que du coup, ton framework va être en concurrence avec d'autres frameworks. Non. Demain, non. Tu risques pas d'avoir justement cette question de d'un Si, chef bien sûr. d'entreprise qui va te dire que qu'est-ce que va m'apporter ce framework, quelles sont les garanties que je peux avoir par rapport à d'autres frameworks. Est-ce que c'est des choses que tu as commencé déjà à réfléchir pour justement Oui, oui, parce qu'en fait, euh, typiquement, quand je... Attends, je vais trouver le... oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait jusque-là, pour moi, c'est évidemment pas perdu. On a beaucoup d'expérience dans plein de domaines maintenant. Et puis, on a fait des choses qui fonctionnent. Donc, faut capitaliser dessus. Et en fait, pour moi, les méthodes et les frameworks rentrent dans les piliers. Typiquement, l'agilité opérationnelle, si tu zoomes dedans, tu vas retrouver effectivement les méthodes agiles, hein, Scrum, Kanban, etc. On voit qu'on utilise de manière adéquate selon les horizons de temps. Mais tu vas retrouver également comment dire, les frameworks d'agilité à l'échelle euh, qui sont représentés dessus. Et en fait, moi, ça l'englobe. Alors, typiquement, dans mon framework, je ne vais pas chercher à définir une agilité à l'échelle parce que justement, il y a des frameworks prêts à l'emploi. Par contre, dans mes propositions d'archétypes, je donne des exemples d'implémentation. Voilà, dans l'archétype produit, il y a LESS qui marche, il y a Scrum qui marche. Dans l'archétype flux, il y a l'entreprise service planning qui marche avec du Kanban. Donc, je vais plutôt construire dessus. Donc, en fait, ça vient consolider tout ce qu'on a fait et appris, et ça vient pas remplacer. d'accord. Alors, je vais dire un gros mot. Quand tu vois Safe Portfolio, tu vas retrouver des choses qui vont, parce que je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas forcément cette maîtrise et qui va vouloir comparer forcément le framework. Ouais, Est-ce que tu t'attends pas à être confronté justement à ce si, type si, de bien sûr. remords? Et puis, je veux dire, Miguel, je veux dire, à la fin, c'est Safe qui gagne, hein. Donc, D'accord. il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis un outsider là-dedans.
Mais en fait, la grosse différence par rapport au framework euh, d'agilité à l'échelle, c'est là où je ne sais pas si moi c'est un framework ou autre chose, hein. Moi, je l'ai appelé framework, J'allais mais venir. honnêtement, je ne sais pas, parce que la framework porte l'idée qu'il y a une implémentation spécifique, et c'est le cas. Mhm. Mais c'est vrai que je suis en confrontation avec les frameworks à l'échelle. Mais tu prends Lest, tu prends Safe, en fait, certes, il parle du portefeuille, il parle du modèle des trois horizons, il parle de tout ça, mais l'implémentation, elle est unique. C'est-à-dire que c'est toujours l'idée que le modèle organisationnel est universel. C'est pas vrai. En tout cas, moi, si je le prends du point de vue de la stratégie et du modèle de Galbraith, c'est-à-dire des fondamentaux de la théorie de l'organisation, c'est pas des choses qu'on invente, c'est vraiment des. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de se dire que c'est une évolution, pas une révolution, parce qu'on n'est pas en train de réinventer tout un truc, on est en train de se positionner dans une évolution. Et donc, on peut s'appuyer sur ces fondamentaux, et c'est important. Donc, une entreprise, ça ne marche pas, on le sait depuis très très longtemps, sur un modèle unique. Ça a commencé avec la théorie de la contingence qui a dit, bah non, il n'y a pas un modèle, il y en a plein, et c'est pas pour rien. Et donc, en fait, les archétypes dont je parle, ce sont des évolutions des archétypes qui marchaient à l'époque. Typiquement, l'organisation, l'archétype flux, c'est une évolution de l'organisation matricielle. Faut pas se mentir. Sauf que l'organisation matricielle aujourd'hui, elle a fait son temps, même si c'est une organisation qui est particulière, qui peut être très très performante, mais voilà, il y a tellement de problèmes derrière que. Et aujourd'hui, ça marche plus, quoi, avec le contexte. Donc, ce sont plutôt des évolutions de modèles, on va dire, qui marchent mieux pour l'agilité. Donc, encore une fois, tous ces frameworks-là, ils proposent une solution unique. Voilà. Ah, il y a des trains. Il y a le portefeuille, il y a des trains, il y a un portefeuille de portefeuille. Et puis après, il y a des équipes qui sont dans les trains et qui fonctionnent avec le 5, etc., avec des rôles spécifiques. Donc en fait, Safe, c'est pas un modèle universel, c'est une implémentation. Et en fait, Safe, on pourrait se poser la question, et je me pose tout le temps la question, est-ce que on le place plutôt dans l'archétype produit ou plutôt dans l'archétype flux? Et au final, tu peux, selon l'intention que tu vas donner à ton implémentation safe, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir des trains opérationnels pour exploiter, tu peux avoir des trains de développement dans l'organisation produit. En fait, tu peux le voir plutôt produit ou plutôt flux selon ton implémentation. Typiquement, quand tu implémentes Safe comme un sagouin en se disant bah, un train égale un un processus à l'ancienne qui est issu de notre re-engineering des processus des années 80 et que tu colles un train dessus, en fait, tu n'es pas sur un modèle d'organisation produit, tu es plutôt sur un modèle d'exploitation. Mais c'est une vraie question, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire mon essai, là, Repenser l'agilité pour l'entreprise, une des premières questions de Stéphane Bretonneau, qui est pas là aujourd'hui, mais c'était ben, qu'est-ce que tu vas dire de différent de Safe, quoi. Oui, Donc, puis enfin, quelle est la promesse, tu vois? Enfin, ouais, je pense la qu'il y a, promesse. une attente quelque part. Voilà, et donc la promesse, bah, c'est pas c'est une agilité d'entreprise qui n'est pas une agilité d'équipe passée à l'échelle. Et parce que cette approche-là, ça marche jusqu'à un certain point, mais on voit bien que ça tamponne au niveau de la direction. C'est-à-dire que on voit bien que les Safe Co, ça a beau parler de portefeuille, à la fin, c'est du delivery. Mhm. C'est du flux. C'est du flux, c'est du C'est que delivery, du c'est. flux. Mais safe, c'est mort, hein, de toute façon. Non, mais peu importe ce qu'on pense de Safe, je veux dire, on se heurte parce que l'approche, la proposition de l'agilité à l'échelle, enfin ça ne fonctionne pas complètement avec la vision et les attentes de l'entreprise. Alors moi, Il y a j'essaye un d'avoir truc, une proposition différente. il y a un truc désolé Théo de rentrer dedans, je vais pas trouver la petite main pour lever. Euh, Ouais, mais il a euh, levé la main avant toi quand même, hein. bon, moi je m'en vais, hein. Non, tu peux T'en prie, attendre, Pierre, je t'en prie. tu peux Vas-y attendre. Théo, honneur au petit jeune. Ça me fait plaisir.
Je vais interrompre la grande discussion pour aller sur du très concret parce que je me rappelle que la question que tu as posée, c'est par rapport à ce que tu nous as présenté, ce qui nous a fait réagir. Je prends deux éléments. Un premier, quand tu parlais tu as dit j'ai pas de méthode sur l'exclusion. Ah ouais. Je me demande en fait si, en tout cas intuitivement, j'aurais parlé de tout ce qui relève de la prise de décision, notamment au niveau portefeuille, parce que si je mets fin à quelque chose, ben, potentiellement, j'arrête un investissement sur une unité, quelle que soit cette unité, pour le mettre ailleurs. Donc, je pense que tous les éléments de, on va dire, gestion de portefeuille, quel que soit ton Oui, niveau de portefeuille, de prise de décision, rentrent totalement dans des méthodes oui, d'exclusion. oui, c'est ça, comment dire, ouais, le véhicule pour gérer le cycle de vie de ces produits jusqu'à l'exclusion. Et oui, ça existe. En fait, c'était plutôt une méthode de gestion de projet pour décommissionner, ou c'était plutôt à ça que je pensais, et pas au Ok, niveau du dessus. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. d'accord, ok. Et c'est ce à quoi ça me faisait penser, effectivement, c'est les process de décommissionnement. Ouais, mais bon, Hmm. est-ce qu'il y a des trucs agiles là-dedans? Je sais pas. Écoute, vous allez peut-être me donner des pistes intéressantes. Et en termes de stratégie et d'organisation, ça me fait penser, tu sais, au processus typiquement de cession d'activité. Alors, je n'ai pas forcément le bon terme en tête, mais quand tu te débarrasses typiquement d'une BU, que tu détaches, tu vois, un bout de ton Ouais, organisation en mode, ça fait puissance dans ma stratégie, ouais, je je les le fais, revends. je Ouais. ferme, je vends, Hmm. Oui, mais ça, dehors, c'est quoi. vraiment de la gestion de portefeuille d'activité et c'est des décisions Exactement. corporate. Et, et- Ça, c'est exactement la stratégie corporate qui est mm, au-dessus de la stratégie business, des business mm, units. mm. Effectivement, c'est un sujet. Alors là, vous levez la main, mais on va redonner la main à Pierre parce que, Parce que Anne a parlé entre-temps. ouais, Donc, en Ah, plus, c'est je veux juste vraiment pas dire, poli de ta part, Anne. J'avais désolé, Pierre. j'avais un deuxième élément, si je peux le placer, si vous m'autorisez, qui était sur bah, vas-y, tant qu'à faire. ton slide où tu présentes les différentes agilités. Moi, je le trouve génial parce qu'il montre il y a différents angles. Ouais. J'ai juste je sais pas, une intuition qui est donc sans aucun fondement. Cette partie-là? Non, où tu Non, as ah, les avec le piliers? canevas. Ouais. Ouais. En fait, on a quelque part, je veux dire, de l'agilité à toutes les sauces. Ouais. Euh, et je me demande si ça soutient ton message ou si ça crée plutôt une confusion qui le dessert. Et là-dessus, intuitivement, j'aurais plus tendance à dire que ça le dessert parce que ça crée du flou et ça peut faire écho à ce que des gens mettent associé à quelque chose. Chacun a sa vision de ce qu'est l'agilité d'entreprise, l'agilité organisationnelle. Et ouais, Oui, j'ai un doute là-dessus. oui, alors t'as entièrement raison. Puis l'agilité à toutes les sauces, en plus, on en a marre, quoi. On peut plus, on peut plus entendre le terme agilité. Euh, Là, l'idée d'avoir ces piliers agiles, c'est pas tant de, comment dire, de parler d'agilité stratégique à une direction ou autre. C'est plutôt pour les coachs agiles qui veulent accompagner ces transformations, pour avoir bah, justement tout le, comment dire, on appelle ça toute l'information, enfin toute la connaissance par secteur, parce qu'effectivement, si tu es coach agile H1, voilà, donc tu n'as pas besoin d'aller sur l'agilité stratégique, par exemple, tu vas te limiter à cette partie-là. Donc, j'entends bien que ça peut desservir. Moi, c'est plutôt pour une aide, justement, pour monter en compétence, mais pas forcément le mettre en avant. Dans le... Enfin, je ne sais pas encore, mais j'entends ton point. D'ailleurs, je m'étais posé la question de ce framework, ce métamodèle, je ne sais pas, de l'appeler Agile for Enterprise. Est-ce que le mot agile est pertinent ou pas? Alors, est-ce que c'est l'organisation réactive ou autre? Mais j'ai pas trouvé de meilleur terme. Donc, à un moment donné, il faut assumer aussi qu'on se positionne dessus et aller jusqu'au bout. Mais ouais, t'as raison. Avant Miguel et Maru, c'est Pierre cette fois. Si, Vous êtes sûr? Ouais, ouais, c'est ton tour, c'est ton moment, Pierre. Non, je me prépare parce que je vais voir ma mère, je travaille avec ma passive Voilà, agressivité. il est 20h04, en plus on dépasse. Mais allez, encore quelques Non, minutes. il y a deux points de vue.
Moi, j'ai pas de problème avec l'agilité. Je trouve qu'il faut en parler correctement au lieu d'entendre des bêtises un peu. L'agilité est morte, des choses comme ça qui sont juste un peu pathétiques. Après, j'ai un point d'attention. Quand tu commences au niveau stratégique entreprise, c'est pas la même audience, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes coachs que tu as en face de toi. Ouais. Souvent, tu as des gens qui savent faire des choses, qui ont un autre niveau. Donc, je conseillerais d'éviter les métaphores uniquement développement logiciel et ingénierie. Ça, c'est franchement le truc à éviter, où tu vas passer peut-être avec un message, mais tu vas être inaudible. Ok. Euh, Après, il faut être simple, très simple. T'es plus pushy. Euh, mais il faut savoir que maintenant, tu as des gens qui sont spécialisés du coach d'entreprise, du coach exécutif, coach stratégique, qui parlent d'agile. Ouais, je sais. Et tu as le leadership. Et tu as aussi beaucoup n'importe quoi. Et après, deuxième point, je voulais dire, en fin de compte, Safe, c'est relativement mort en fin de compte. Ce qui existe, c'est ce qu'on appelle Agile at Scale, qui est le grand modèle, qui est ce mélange d'OKR, soi-disant Spotify, et ils mettent une petite couche Safe, mais tu te rends compte que Safe est vraiment un deuxième choix. Et là, tu peux rajouter Scrum at Scale, tu peux rajouter Less si tu veux. Et selon Ouais, les ouais, gens. mais ça fait partie des. Dans le détail, dans ce que j'ai écrit, j'en parle, je fais ces liens-là, je propose ça, tout à fait. Là, dans la présentation, ça me semblait trop du détail, mais. Et puis, je suis pas, je suis plutôt agnostique. Est-ce que c'est safe ou less ou agile at scale? Quelque part, moi, c'est pas tellement mon souci en réalité. C'est plutôt l'enveloppe qui met tout ça en musique Ouais. que j'essaye de proposer. Pour conclure, petite recommandation, essaie de trouver les problèmes auxquels tu peux apporter des réponses. Ouais, Tu vois, très basique, des trucs de base qu'on oublie toujours. Mais si tu as ça, là, tu vas dire, tu vas pouvoir ouvrir les portes. Tu vas ouais, être... mais oui, j'entends bien. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait bah, avec Romain à notre conférence. Elle était plutôt sur les problèmes, toute la première partie de la conf sur les problèmes qu'on cherche à résoudre, plutôt que sur la solution. Là, cette session-là, elle était plus pour proposer la solution et voir comment vous réagissez à cette proposition. Est-ce que c'était Merci la bonne Pierre. audience? Ouais, merci Pierre. Maru, Ouais, je devais être très rapide parce que on était passé le temps, je ne m'étais pas rendu compte. ouais, moi Euh, non plus. Un truc que je t'avais jamais dit, c'est que j'ai aussi grandi à Grenoble. Et je viens de l'ENSIMAC, j'ai fait l'ENSIMAC là-bas. Et ça D'accord. j'habite en Allemagne. Par contre, j'ai gardé des liens et je connais un gars, un professeur, et beaucoup d'ex-doctorants, dont un est devenu professeur à l'ESC Grenoble. Et ils ont fait énormément de recherches dans un domaine qui s'appelle Agile euh, Organizations. Et c'est Ok. très industriel. Tu connais l'économie de Grenoble, beaucoup de militaires, beaucoup d'IT, tout ça. Donc c'est très, Mm. très industriel et c'est super intéressant. Il y a même au moins une thèse que j'ai lue, de Ouais, peut-être 200 pages, sur ce modèle-là. Et d'accord. c'est super intéressant parce que c'est très relié à ce que tu essaies de faire avec ton modèle holistique. Ok. Qui sont très Tu pourras innovants. tu pourras m'envoyer des liens ou des infos par rapport à ça? Il faut vraiment que je google encore parce que je tombe sur tellement de choses. Après, je me dis, ouais, Ouais. attends, je vais m'écrire sur un Non, sticky. non, mais pas forcément maintenant. Tu peux l'envoyer dans les Ouais, commentaires après. du Meetup ou à moi direct ou sur LinkedIn ou n'importe. Ouais, Je leur partagerai après avec tout le monde. ça marche. Ou sur LinkedIn ou sur la communauté Circle. Ouais, ouais, super. C'est pas vraiment des questions, j'ai deux questions sur des slides, très, très, juste pour regarder les slides. Vers la fin, il y avait deux slides que j'ai ratés. Il y en a un qui ressemblait à une espèce de radar Ouais. que j'ai pas compris. Et un tout dernier où tu as dit ça, c'est les ressources et tu as sauté. Est-ce que tu pourrais, Ouais. Alors sur les radars, je vais pas me replonger dedans maintenant. juste avant? Sur les ressources, en fait, c'est tout ce que tout ce qui existe déjà, en plus de cette session. En fait, il y a l'essai Repenser l'agilité pour l'entreprise. Il y a quand même 400 pages. Et en fait, je vais pas en faire un livre, mais je l'ai reformaté sous forme de wiki. Ce sera les fondations, en fait, du framework. Mhm. Il y a tout ce qu'on se dit au cours de ce meet-up-là, et donc tous les replays sont dans le circle. En termes de conférence, il y a la conf avec Romain, Parquet de verre, plafond de verre. On devrait avoir le replay bientôt. Il y a pas mal d'années, j'avais déjà fait une session, les archétypes de l'entreprise agile, comme quoi je suis un peu têtu sur les sujets. J'avais fait ça à Agile Tribu.
Et puis, il y a un atelier passé à l'acte qui est un atelier de mise d'utilisation de l'outil. Et puis, bah, ce que je n'ai pas encore développé, mais il y aura des pointeurs pour avoir accès à toutes ces informations. En termes de ressources, ce que je suis en train de faire, c'est d'écrire le guide du framework. Donc, et puis j'ai vu avec Duno, je ne sais pas encore si c'est ça qui va devenir un livre ou pas. Ils doivent me faire leur réponse, mais ils sont toujours très lents. Et je travaillerai bientôt sur un cursus de formation et je pense que je lancerai un premier pilote en mars. Voilà, pour donner un peu de perspective. Mais clairement, j'ai encore pas mal de travail par rapport à ça. Ça, c'est ce que tu construis sur le site web, c'est ça? Sur Ouais, agileforenterprise.com. ouais, mais là, pour l'instant, tu vas pleurer, il n'y a rien. J'ai pas Ah, eu le temps. d'accord. Mais ça, à terme, ce sera ça. J'ai déjà la première page. Ah, Euh, et puis, Miguel, tu as posé une question, mais juste, donc le prochain meet-up, ce sera avec Florent et Jérôme. Florent, il est souvent parmi nous, hein, Mm, et puis, ils ont écrit il y a quelques années Devenir une entreprise agile. mm. Et donc, ils vont nous parler de. Alors, il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont nous dire dessus, mais donc, ça sera sur leur sujet, enfin leur vision en tout cas de l'entreprise agile. Je sais pas, peut-être qu'ils vont nous proposer une V2 de leur livre. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. Miguel, tu voulais. Ouais, s'il te c'est la plaît, dernière Laurent, question. Alors, Laurent, c'était pas une question, c'était plus une réflexion par Ouais. rapport à ce que disaient Théo et Anne. Si tu reviens un peu en arrière sur ton schéma, par rapport à Attendez, l'ex... les gars, vous m'avez sauté parce que Laurent, tu veux pas montrer le radar, mais je veux juste Ah, comprendre. non. C'est une espèce de scoring? C'est quoi? C'est des Ouais, niveaux ouais, ou ouais, c'est un scoring, ouais. ça marche? C'est tout ce que je voulais savoir. Ok, Ouais, merci. ouais. Il faut Désolé, que je Miguel. travaille sur l'échelle, etc. Donc il y a encore du travail à faire dessus. Oui, Oui, alors c'était sur vas-y, Miguel. l'exclusion. C'était sur Ouais. l'exclusion. Tu reprends ton schéma juste avant. Et c'était par rapport à ce que disaient Théo et Anne. Alors c'est celui d'avant. Voilà. Bon. Ouais, il y avait de l'autre avant. Vas-y. Ouais. Par exemple, ce qui est intéressant, par exemple, si tu reviens justement, celui-là, c'était bien. Ouais, par exemple, celui-là, c'est que dans la phase d'exclusion, justement, ce que disaient Anne et Théo, c'est que tu vois, tu as une réallocation en fin de projet, fin de produit. Et donc, tu vas avoir tout un cycle de réallocation budgétaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette réallocation budgétaire, ça te fait reboucler sur l'exploration. Ouais. Mm. Et du coup, ça peut être un levier aussi intéressant en termes d'entreprise, c'est de se dire qu'en fait, tu as une réflexion qui est globale aussi bien d'un point de vue développement, mais aussi réallocation du budget pour de nouveau réinnover. Et tu Ouais. reviens à reboucler ta boucle. Tout à Mm, fait. mm, mm. Et en fait, c'est même à ce niveau-là. En fait, la zone de productivité, le but, hein, c'est d'optimiser la zone de performance. Et la performance qu'on dégage, ça permet d'allouer des ressources, principalement, normalement ici, mais évidemment ici, aussi ici. Et bah, là, ce qu'on a dégagé aussi reviennent dans les autres phases, tout à fait. Ça, c'est très important. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Dans l'entreprise agile, il y a la notion de, enfin, dans l'entreprise, il y a la notion de mobilité stratégique, c'est-à-dire de la capacité de réallouer des ressources, bah, typiquement là, dans la partie expansion, c'est généralement là qu'on met l'effort à un moment donné. Et donc, c'est cette capacité de changer, euh, pas seulement de chef et de business unit, mais aussi de méthode, de style managérial, de tout ce qui va avec, hein, c'est ce que j'ai dit jusque-là. Et en fait, cette mobilité stratégique, dans l'agilité entreprise, elle est encore plus forte, encore plus nécessaire. Et donc, c'est vraiment des notions qu'il faut se réapproprier. Et quand je dis se réapproprier, c'est important parce que comme on a quand même beaucoup mis l'accent sur les équipes stables, etc., c'est pas du tout si évident quand on en parle dans un contexte agile. Mais tu as raison, ouais, le truc est vertueux. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette phase d'exclusion-là, le seuil de déclencheur est plus bas qu'avant. On n'attend pas, comme je l'ai dit, que ce ne soit plus viable. On va le faire beaucoup plus tôt dès que finalement on atteint une- un potentiel de croissance qui commence à diminuer. Et pourquoi on le fait tôt? Parce que justement on réinvestit dans cette phase d'expansion où là on a un vrai potentiel de croissance. C'est-à-dire que c'est plutôt un delta de potentiel de croissance qu'on va aller chercher plutôt que est-ce que ça me permet de payer l'équipe ou pas, quoi. Mm, mm, mm. Et Tu peux ça, si changer on... le terme, si tu changes exclusion par réallocation, redistribution, Une bonne c'est un remarque. peu moins hardcore.
Non, alors tu sais pourquoi j'ai pris exclusion? Je sais que exclusion, il faut peut-être que je change, mais parce que c'est le modèle 4E. Il y avait le modèle 3H. Et moi, je propose le modèle 4E. Exploration, expansion, exploitation, exclusion. Expansion, expansion. Non, expansion, c'est le deuxième. Ah, Et alors, j'avais aussi essayé élimination, mais c'est pas mieux, hein. il reste Ouais. entropie. Entropie, je ne sais pas si ça va parler aux gens. Euh, Euh, mais bon, si- c'est une bonne remarque. Je garderai peut-être pas les termes et je vais peut-être revenir au modèle des trois horizons. Mais en fait, je voulais me séparer un petit peu de ça. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le modèle des trois horizons, bah, c'est un modèle qu'on utilise dans l'entreprise classique. Et en fait, un des, un des trucs qu'on sait bien faire dans l'agilité, c'est renommer des choses qui existent déjà, hein. Jürgen Appelo, c'est le roi là-dessus. Ah, c'est le champion du monde, ouais. Klaus Leopold, avec ses flight level, Lighting Level. c'est pareil aussi. Mais on peut le voir de manière négative, mais on peut le voir aussi de manière positive, c'est-à-dire de ramener un concept classique remis à jour au goût de l'agilité, qu'on accepte plus facilement parce que c'est pas le même nom et puis il est un petit peu dépoussiéré. Il ne tape pas dans le concept ancien. Et ensuite, pourquoi je parle aussi d'un autre modèle, c'est que euh, ce truc-là, en fait, c'est pas que le modèle des trois horizons, c'est le modèle de Zone to Win de Jeffrey Moore, je sais pas si bon, vous connaissez l'auteur, puisque c'est lui qui a écrit Oui. Poste de Casme, mais son dernier livre qui est sur les zones to win, donc les zones de management associées à ces horizons de temps, je m'en suis beaucoup inspiré. Moi, j'étais plus loin, comment dire, mais si typiquement zone de performance, zone de productivité, ça vient de Geoffrey Moore. Et donc, encore un autre modèle. Donc, j'ai essayé de proposer quelque chose qui agrège un peu les modèles. Laurent, tu fais ce qu'on appelle de l'exaptation, comme dirait Dave Snowden. De Hein? quoi? De Exaptation. l'exaptation. Ah, je Exaptation, croyais que c'était de l'exaltation. non, non, exaptation. Comme ça, tu peux faire comme Snowden, tu peux paraître très intelligent. Et ça permet, c'est-à-dire, tu prends un élément dans un contexte, tu le sors de son contexte, tu le tords et tu le réutilises. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est bien, Ah, c'est preuve Exactement. d'intelligence. Je fais de l'exaptation. Un Bravo. peu tous les jours. Voilà. Donc, tu voilà, es donc, incroyable. Ça me paraît bien. Anne, tu voulais dire quelque chose pour... juste signaler, mais je l'ai partagé dans le chat. Euh, alors, c'est pas un modèle du tout, mais je me dis qu'il y a peut-être des Exterminate? termes. Non, c'était pas vers ça que j'allais. Mais ça me fait beaucoup penser à une de mes libératines structures préférées, qui est l'EcoCycle. Je vous ai passé le lien du coup dans le chat, Ouais, EcoCycle Planning. Alors, c'est pas du tout un modèle, hein. Les libérating structures, c'est des structures de facilitation. ouais, ouais. Mais typiquement, moi, c'est une ELS que j'utilise notamment en atelier, typiquement avec des membres du top management, pour se poser un certain nombre de questions qui sont assez liées en fait à ce que tu as essayé de modéliser, je trouve. Ouais. Avec notamment, toi, le terme qui me plaisait beaucoup, à la place d'exclusion, c'était destruction créative. Ah, c'est un modèle de service design, ça. Ouais, Oui, non, mais enfin, ils tout ont à fait. des trucs comme de cette forme-là, on en a vu plein. En fait, Et ouais. je vous ai pointé sur la liberating structure parce que du coup, comme c'est une structure de facilitation, tu as aussi des pointeurs vers le type de questions qu'on peut poser. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Et je Faut me dis juste que que je pour lâche outiller prise la sur, voilà. faut que je lâche prise sur mon modèle 4E et puis ça va me libérer pour trouver des noms plus intelligents. Mais je vais Et regarder, typiquement, hein? sur le côté, un peu plus tôt dans la conversation, il y avait la question de où est-ce qu'on se positionne Ouais, dans ces différents niveaux de maturité. Et moi, ça m'avait directement fait penser à des ateliers de ce type-là. ouais. Alors encore une fois, c'est pas des niveaux de maturité hein, ce que je propose, mais Oui, enfin, ah ouais, c'était la question. c'est cycle de vie. Oui. Ok, super, je vais regarder ça, c'est un bon pointeur, merci beaucoup. Moi, je connais pas bien Bah écoute, à ta les dispo, hein. liberating structures. Bon, je propose qu'on arrête là. J'espère que Dis tout de suite qu'on t'embête. non, pas du tout, mais j'ai faim. Moi, je suis seul ici à l'hôtel, je m'emmerde. Ouais, ouais, je comprends J'ai rien bien à que toi, ça regarder ce t'arrange. soir. Qui je vais emmerder? J'ai emmerdé les gens toute la journée, j'aurais envie de continuer, moi. Ah, t'as des voisins de chambre? Même pas, c'est trop silencieux ici, c'est horrible. Ouais. Écoute, on est de tout cœur avec toi, mais Mm. là, on va te quitter. Quel menteur. Bon, alors, je Euh, ne souhaiterais pas une joyeuse fête, hein, je vous
retrouver jusqu'à l'année prochaine. Je vous hais. Nous aussi. Et non, et Nous nous on aussi, t'aime. t'inquiète pas. Merci Pierre. Bah, merci Merci à à tous, tous. c'était top. Les échanges, c'était top. Bah, je vais continuer, ça me motive à continuer pour creuser et pour proposer quelque chose d'encore Et encore meilleur. quand il sera parfait, tu te rapprocheras du mien. C'est bien. Alors, j'ai plutôt l'impression que j'englobe le tien, mais Ouais, en fin de non, compte, c'est pas une bagarre. je donne du sens au tien dans un certain contexte. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien, tu le traduis. Tu le traduis, tu le traduis. Et par Bon, les c'est top. Français. Ouais, merci de vos retours. C'est un long chemin pour moi, mais j'ai l'impression que ça se construit et que ça apporte des choses. En tout cas, moi, ça apporte des réponses. Et donc, je pense que voilà, faut continuer. Parce Et que si j'aurais ça te besoin de dit, vous pour continuer, évidemment. Donc, on va si tu es continuer. intéressé par des canevas, je crois tous les canevas de Mike Biddle sur son entreprise Scrum qui n'a jamais publié. Ah, ça peut faire des bonnes bases. Et il a poussé loin le truc. Bah, Écoute, envoie-moi si tout ça. c'est pareil, si Non, c'est un truc. ça C'est se comme négocie. Marou, envoie-moi tout. Et Bon, allez, j'allais super. faire la même réponse, à savoir si c'est partageable, je suis carrément preneuse. Voilà. Mais bon. Ouais, non, mais sans mes commentaires alors, parce que j'ai quand même dit que comme ça tu peux pas publier, c'est horrible. Mais il y a une idée qui est pas mal. Non, mais j'ai vu les canevas. Euh, je vais t'envoyer un ou deux modèles. Ouais, génial. Ça Je te remercie t'inspire. beaucoup. Je pense que ça pourrait être un chouïa mieux. Ah bah, de toute façon, c'est la première version. Déjà, je ne cesserai de remercier Romain parce que sans lui, ce serait catastrophique ce que je vous aurais proposé. Mais on va encore faire mieux. Donc, J'aurais noté que tu as beaucoup remercié Romain et que lui n'a pas réagi, hein. il est là, il l'a dit au début en tant que spectateur. Donc, Ouais, ouais, non, mais il réagit toujours pas. Donc, en fin de compte, il regarde Netflix, il en a rien à foutre de toi. Donc, j'ai bien compris. non, je pense qu'il Tout prend, il oui. prend, c'est bon pour son ego. Et bon, allez, salut Romain. Bon, salut à tous. Miguel, François, à la semaine prochaine. Je suis ravi. Pareil. Ciao, Allez, ciao. Ciao, ciao. ciao. Bonne fête Merci. à tous. À la semaine Moi prochaine. aussi, Salut à on t'aime tous. aussi, Romain. Qui? Allez, Romain ciao. qui? Allez, Allez, bisous, salut. Anne. Ciao. Ciao.